Paris-Londres dans un train à grande vitesse Siemens et non plus Alstom. C'est une image à laquelle il va falloir s'habituer. Voilà qui en dit beaucoup sur les mutations en cours dans le secteur du matériel ferroviaire. C'est un exemple très médiatique certes, mais un exemple parmi tant d'autres. Cette concurrence entre les grands noms du secteur va bien au-delà du tunnel sous la Manche et se fait désormais sur tous les segments de marché et dans pratiquement toutes les régions du monde. Ces grands noms du secteur, d'ailleurs, parlons-en. On pense à Alstom, bien sûr, le champion français, on pense à l'allemand Siemens, et puis peut-être aussi au canadien Bombardier, qui est très présent en Europe. Et c'est à peu près tout? Eh bien non. On a bien assisté à un mouvement de concentration dans les années 90, mais depuis une dizaine d'années. Ce qui frappe, ce sont surtout les nouveaux venus, ou du moins des groupes qui étaient jusqu'à maintenant restés cantonnés sur un marché domestique. En Europe, on trouve l'espagnol CAF, qui a remporté en 2010 le marché du tramway de Nantes, ou encore le groupe italien Finmeccanica, qui a exporté ses trains à grande vitesse sur le marché chinois. Signe qui ne trompe pas, les chiffres d'affaires de ces groupes sont au beau fixe et en forte progression depuis 5 ans, avec plus 130% pour CAF et plus 60% pour Finmeccanica. La concurrence en Europe s'accroît aussi du fait de l'arrivée de groupes non communautaires. Les exemples sont encore rares, mais sont toujours spectaculaires. Le dernier en date concerne un contrat de près de 5 milliards d'euros obtenu par le japonais Hitachi au Royaume-Uni, aux grandes dames des géants Alstom, Siemens et Bombardier. Hitachi n'en était d'ailleurs pas à son premier coup d'essai, puisqu'en 2004 déjà, le groupe japonais avait remporté un premier contrat au Royaume-Uni. Cette tension concurrentielle est encore plus exacerbée sur les marchés internationaux. Prenons l'exemple du Brésil, qui prévoit d'inaugurer une ligne à haute vitesse reliant Rio à Sao Paulo pour la Coupe du Monde 2014. Dans les starting blocks figurent aussi bien les leaders dont nous venons de parler, que les Chinois CNR et CSR, ou encore le groupe coréen Rotem, des groupes encore inconnus du grand public, et avouons-le, même de la plupart des économistes. Le cas de Rotem est édifiant, puisqu'il aura fallu à peine une dizaine d'années pour que le groupe développe sa propre technologie haute vitesse, basée sur celle fournie par Alstom il y a une dizaine d'années. Deux clients, Rotem est devenu concurrent, et le groupe s'est allié à d'autres groupes coréens du BTP et de l'industrie pour former un consortium. Objectif, décrocher son premier grand contrat à l'export. Une démarche collective qui n'est pas sans rappeler le premier succès de la Corée dans le nucléaire à Abu Dhabi en décembre dernier. Autre exemple, alors que les États-Unis ont prévu d'investir jusqu'à 53 milliards de dollars dans leur infrastructure à haute vitesse, l'entreprise d'État chinoise CSR a formé une co-entreprise avec General Electric, 5e capitalisation boursière des États-Unis, en vue précisément de répondre aux futurs appels d'offres. Ces nouveaux venus sont toutefois loin d'être les seuls facteurs d'explication de cette concurrence exacerbée, et d'autres facteurs y contribuent fortement. Tout d'abord, la dépense publique dans les pays développés sera ramenée à la portion congrue. Certes, les plans de relance ont fait la part belle aux ferroviaires, mais ils n'ont pas vocation à perdurer. Surtout, et on l'oublie parfois, les grandes compagnies ferroviaires sont très majoritairement publiques. À l'heure des plans d'austérité, cela ne manquera pas de peser sur l'activité des groupes. Alstom a d'ailleurs invoqué une baisse d'activité le 22 mars dernier pour annoncer la suppression de 1400 emplois en Europe dans sa branche transport. Concrètement, on peut s'attendre à ce que les organismes publics soient plus regardants encore sur les prix et que les montants alloués aux investissements soient soumis à des contrôles plus stricts. En clair, moins de commandes et des prix moyens tirés à la baisse. Deuxième point, une part très significative de la croissance du marché se trouve dans des pays qui ne disposent pas des technologies ou de la base industrielle nécessaire pour pouvoir en leurs propres besoins. Dès lors, la préférence des autorités pour les acteurs locaux n'existe pas, et la concurrence se fait de façon, disons, plus transparente et ouverte. Prenez par exemple le transport urbain. 36 des 50 plus grandes agglomérations urbaines se trouvent dans les pays émergents, notamment en Asie. La plupart de ces pays souffrent d'une infrastructure routière déjà saturée et ne disposent pas encore des lignes de tramway, de métro ou de trains de banlieue. Enfin, et c'est peut-être au final ce que montre le choix de Siemens au détriment d'Alstom par Eurostar, les liens se défont entre fabricants de matériel et compagnies ferroviaires. Eurostar est toujours majoritairement détenue par la SNCF, elle-même détenue par l'État français. Si on tire le fil jusqu'au bout, c'est l'État français qui a choisi Siemens. Les membres du gouvernement auront alors bon jeu de critiquer cette décision et de remettre en cause la sécurité des trains du fabricant allemand. En Europe, ces liens étaient déjà mis à mal et ils pourraient se défaire encore un peu plus avec l'ouverture à la concurrence du transport de passagers. On le voit, la libéralisation est déjà effective pour le fret et le transport international et pourrait le devenir d'ici 2020 sur les lignes nationales. À ce titre, il est intéressant de constater que la première percée d'un fabricant japonais en Europe s'est faite dans le seul pays dont les compagnies ferroviaires sont privées, le Royaume-Uni.
Alors, il ne faut pas aller trop vite en besogne parce que l'annonce du choix d'Hitachi a toujours été faite par le ministre des Transports britannique. Et elle a été sujette à de nombreuses conditions. Le groupe japonais devra par exemple ouvrir une usine dans le pays, créer au moins 500 emplois et sourcer prioritairement ses achats en Europe. Alors, les gouvernements posent ces conditions car le ferroviaire coûte cher. Le ferroviaire coûte même très cher. Certes, il donne naissance à des externalités positives, mais dont on ne perçoit les retombées qu'à très long terme, et probablement trop long terme pour les investisseurs privés. Il n'y a au fond que l'État et le contribuable qui peuvent supporter un horizon temporel aussi lointain. Il est donc normal d'exiger des contreparties immédiates à l'investissement, qu'il s'agisse de création d'emplois, d'ouverture de sites ou de transfert de technologie. Et au final, ce n'est plus tant les nationalités qui priment, mais l'apport économique net du fournisseur. Dans le ferroviaire comme dans beaucoup de domaines où sont signés des grands contrats, l'argent n'est décidément plus de passeport.